sommes à Gassin, un des plus beaux villages de France. Lorsqu'on arrive à Gassin pour la première fois, qu'on découvre ce village perché dans un nid de verdure, on se dit que c'est l'archétype du village provençal médiéval. Effectivement, Gassin est mentionné pour la première fois dans le cartulaire de l'abbaye de Saint-Victor de Marseille en 1097. Mais ce que l'on ne sait pas, c'est que les traces du passé médiéval de Gassin sont inscrites dans les pierres des maisons. Et c'est ce que nous allons découvrir avec Elisabeth Sauze, historienne, médiéviste, spécialiste de l'histoire de la Provence au Moyen-Âge. Bonjour Elisabeth, où se trouvent les traces médiévales dans le village ? Eh bien, nous allons voir cela ensemble. Il y en a qui sont très évidentes et il y en a d'autres qu'il faut aller chercher dans des petits coins. Ce que nous avons sous les yeux est l'ultime vestige du château de Gassin, la tour qui en constituait le noyau. Il n'en reste que l'étage inférieur. L'édifice est reconnaissable à son appareil de moellon grossier, la pierre d'ici ne se taille pas, montées en assises régulières. Détail important, aux angles, les pierres sont ornées de bossages spécifiques de l'architecture militaire et seigneuriale. On en trouve à la cathédrale de Fréjus dès le dernier quart du XIIe siècle, mais la tour de Gassin a probablement été construite dans le courant du XIIIe siècle. Le seul portail subsistant n'a certainement jamais vu les Sarrasins. Il a sans doute été ouvert dans la deuxième moitié du XIVe siècle, à l'époque où le village s'est réfugié à l'intérieur du périmètre fortifié qui constituait à l'origine la basse-cour du château. Il y avait deux autres portails, aux extrémités de la rue principale, tous deux détruits. Les armoiries sculptées au-dessus de la porte sont celles de la famille de Castellane, co-seigneur de Gassin, à la même époque. On peut parier que cette pierre, qui est une crapaudine, c'est-à-dire la partie femelle d'un gond, provient d'un des portails détruits. L'église actuelle date du XVIe siècle. Au Moyen-Âge, la paroisse et le cimetière devaient se trouver à l'endroit qu'occupe aujourd'hui la chapelle Notre-Dame de Consolation. Les deux tambours de colonnes en basalte, qu'on voit ici, ornaient peut-être cette ancienne église. Maintes fois reconstruites ou remaniées, les maisons du village n'ont plus rien de médiéval. Ce qui ne veut pas dire qu'elles manquent d'intérêt. Par exemple, cette jolie fenêtre du XVIe siècle. Il y a néanmoins une exception. Cette belle porte en basalte, remarquable par sa date particulièrement précoce, 1422, et les chiffres arabes employés à une époque qui utilisait encore de préférence les chiffres romains. Nous sommes à Grimont. Ce village, mentionné dès le XIe siècle, est un castrum, c'est-à-dire une agglomération formée autour d'un logis seigneurial. Le village et le château dominent le golfe de Saint-Tropez, appelé alors golfe de Grimont, car Grimont était le village, le chef-lieu du Val Freinet et une véritable petite ville forte de près d'1 millier d'habitants. Éric Vieux, chargé de la mise en valeur du patrimoine de la commune de Grimont, va être notre guide pour la visite du château. Alors Éric, le château, les vestiges que l'on voit aujourd'hui, ils datent de quand? Les plus anciens datent du XIIIe siècle et les plus récents du XVIIe siècle. À la base du donjon médiéval se trouve la citerne du château et dans les parties plus récentes, comme les deux tours au décor de serpentine, se trouve la cuisine et sa cheminée. Le village médiéval s'étendait de la chapelle des pénitents à la mairie actuelle et englobait l'église. Mais au XIVe siècle, les guerres et la peste noire décimèrent la moitié des habitants qui firent construire une enceinte proche du château pour s'y réfugier. Ce rempart comporte encore son chemin de ronde et ses archères.
Les trous de boulins que l'on peut y voir sont les ancrages des toitures des maisons qui étaient adossées. En dehors de ces périodes difficiles, cette ville agricole était relativement prospère et les encadrements de portes et de fenêtres en basalte témoignent de la richesse des Grimaudois. Cette aisance permit la construction, au XIIIe siècle, de l'église Saint-Michel. Cet édifice roman, en granit du plan de la tour et en calcaire, resta longtemps l'édifice le plus important du Val Freinet. Aujourd'hui, nous sommes à la gare de Freinet, sur le rocher qui surplombe le village à 450 mètres d'altitude. Le regard embrasse au nord la plaine des Morts, avec ses voies de communication et ses villages. Au sud et à l'est, le golfe Saint-Tropez et la mer Méditerranée. Nous sommes précisément sur le Fort Freinet, lieu emblématique, village rupestre, dont la tradition attribue la présence des Sarrasins, chassés de Provence en 972. Laurent Boudinot, agent du patrimoine communal au Conservatoire du patrimoine, est notre guide. Laurent, le Fort Freinet est-il bien le repère des Sarrasins qui ont été présents en Provence pendant presque un siècle? De 79 à 89, se sont déroulées ici des campagnes de fouilles archéologiques dont le but premier était de retrouver les traces de ces Sarrasins. Le résultat de ces recherches a permis entre autres de définir qu'il ne s'agit pas du repère des Sarrasins en Provence. Non seulement aucun élément qui se rattache à cette culture n'a été retrouvé ici sur place, mais en plus, les datations les plus anciennes remontent à la fin du XIIe siècle, soit près de 200 ans après le départ des Sarrasins de Provence. Il s'agit en réalité des ruines de l'ancien village des Gardois, perché et fortifié, comme il en existait un grand nombre au Moyen-Âge. Lorsqu'on s'y promène, on est frappé par le souci de sécurité et de défense des habitants de cette époque. Il suffit de voir le fossé défensif, entièrement taillé dans la roche pour s'en rendre compte. Il suffit aussi d'observer l'organisation des rues et l'aspect des maisons taillées dans la roche pour imaginer la rudesse de leur existence. Regardez par exemple ce petit canal qui servait à évacuer l'eau d'infiltration des parois, ou encore l'empreinte sur le sol qui servait à installer une petite meule à moudre le grain. Hormis quelques éléments comme cela, nous savons très peu de choses. On a distingué au sommet un logis seigneurial avec de grandes pièces ainsi que la base d'une tour, et en contrebas, en dessous de l'artère principale, les habitations qui s'étagent le long des courbes de niveau. Il est en tout cas certain que le choix de cet emplacement a répondu à des questions stratégiques lorsqu'on contemple la vue qui s'offre à nous tout autour. Aujourd'hui, nous sommes au plan de la tour, au pied de la tour qui a donné son nom à ce village. En 1791,
le hameau Saint-Martin devient le village du Plan de la Tour, du détachement de la partie est de la commune de la gare de Fresnay, auquel on adjoint en 1845 plus de 1000 hectares issus de la commune de Sainte-Maxime. Au Moyen-Âge, le territoire actuel du Plan de la Tour comprenait plusieurs habitats médiévaux. Le castrum de Miramas, situé sur la colline de Sampeyre, Pétiache, au nord-ouest, sur un piton surplombant le village, petit castrum mentionné au XIe siècle. Enfin, au début du XIVe siècle, un habitat dans la plaine avec la tour construite par les moines de l'abbaye du Tournai. Cette tour, parfait exemple du bastide médiéval, recèle de nombreux détails passionnants. Bâtie sur un promontoire rocheux, elle domine la plaine. Une petite terrasse a été aménagée devant l'entrée, qui est située plein est. Enfin, ce rez-de-chaussée en pierre devait être surmonté d'étages en bois. À l'intérieur, on peut y voir une cheminée et puis tous les détails composant la porte permettant de la fermer solidement. Nous sommes là devant un édifice qui permettait à la fois de se protéger, mais surtout de surveiller l'ensemble de la plaine. Nous sommes à Ramatuelle, village au large passé médiéval. Au Xe siècle, au lieu dit ville vieille, se développe un habitat. Et puis, au XIe siècle est attesté le village de Ramatuelle qui se trouvait probablement à l'emplacement du village actuel. Nous allons faire la visite de Ramatuelle avec Elisabeth Sauze, historienne spécialiste du Moyen-Âge. Alors Elisabeth, il y a des vestiges médiévaux à Ramatuelle qui nous crèvent les yeux. Quels sont-ils ? Eh bien, pour l'essentiel, il s'agit du mur d'enceinte fortifié qui protégeait jadis les maisons du village. Le tracé est encore parfaitement conservé, dessine à peu près un cercle autour des maisons du noyau villageois ancien. Et dans ce mur qui, bien entendu, a été absorbé par les maisons voisines, percé de multiples ouvertures, subsistent plusieurs portes, celle en particulier où nous nous trouvons ici. C'était celle qui permettait d'accéder à la mer. Et à l'inverse, du côté du nord, l'actuel clocher est une ancienne tour-porte, la principale, celle qui ouvrait sur le grand chemin par lequel on pouvait aller d'un côté vers Saint-Tropez, de l'autre vers Gassin. Et cette grande tour-porte est un très bel ouvrage, probablement du XIVe siècle. Nous sommes à Saint-Tropez, à 2 pas du port, au pied de la tour seigneuriale, où fut signé en 1470 l'acte d'habitation par lequel des Génois vinrent repeupler le village. Laurent Pavlidis, historien, médiateur culturel, va être notre guide. Depuis sa refondation en 1470, la vieille ville de Saint-Tropez a conservé son tracé ancien. Le premier village est constitué d'une 50aine de maisons. Attiré par de riches perspectives économiques, grâce à son petit port, de nombreuses familles viennent s'installer à Saint-Tropez durant tout le XVIe siècle, ce qui entraîne un agrandissement constant du village qui nécessite la construction de plusieurs enceintes. Un regard attentif permet de distinguer le premier îlot d'habitation de 1470, protégé côté terre par un rempart aujourd'hui disparu. Une deuxième enceinte est bâtie en 1509, une troisième en 1537 et une quatrième en 1589.
car fortifier le lieu est une nécessité vitale pour cette ville bâtie les pieds dans l'eau. Le danger vient de la terre ou de la mer. Et les Tropéziens construisent aussi de leurs deniers de solides ouvrages défensifs, magnifique exemple de l'évolution architecturale militaire du XVIe siècle. La tour vieille en 1522, la tour du Portalet vers le milieu du XVIe siècle, la porte fortifiée de la Poissonnerie dans les années 1540, enfin, en 1564, la tour Jarlier ou bastion de l'ère du commun. C'est au terme de grands efforts financiers et humains que Saint-Tropez s'est développé. En un siècle, sa population est passée d'une vingtaine de familles à près de 4000 habitants. Désormais, le port de Saint-Tropez est l'un des plus importants de la côte provençale, ce qui incite le roi de France au début du XVIIe siècle à y faire construire une citadelle. Nous sommes à la Mole, à 268 mètres d'altitude, sur la partie ouest, l'extrémité ouest du plateau basaltique de Maravieille. C'est là où, au XIVe siècle, a été bâti un village médiéval. Alors, on entend parler de la Mole pour la première fois en 1008. La Mole est mentionnée dans une charte du cartulaire de l'abbaye Saint-Victor de Marseille. Et on comprend que ce village établi à cet endroit-là, c'est une position éminemment stratégique. En effet, ça permet de contrôler les vallées de la Verne d'un côté, de la Mole, et même les vallées de la Giscle, et tout ça pour essayer de contrôler, de réfréner les ambitions territoriales des moines chartreux de la Verne établis depuis le XIIe siècle dans le pays. Les fouilles entreprises depuis le début des années 70 ont permis de mettre en évidence un ensemble fortifié bâti au sommet de la colline de Sainte-Madeleine, protégé d'un côté par des falaises et de l'autre par un mur d'enceinte. Ce village intramuros comprend plusieurs dizaines de maisons dont 3 ont été fouillées. Au plus bas, une agglomération ouverte qui s'étale sur le versant méridional jusqu'au chemin public de la Chartreuse de la Verne à Cogolin. Entre les deux, on trouve une église paroissiale avec son clocher, ses fonts baptismaux et son cimetière au nord. Cet édifice religieux a été raccourci au début du XIXe siècle par l'élévation d'un mur séparant la première et deuxième travée. C'est à cette période que l'on a bâti un presbytère. La chapelle Sainte-Madeleine est classée monument historique et a été restaurée dans les années 90. Le village médiéval de Sainte-Madeleine semble avoir été occupé pendant plusieurs décennies du XIVe siècle, puis abandonné avant 1400. L'église paroissiale est devenue ensuite une simple chapelle rurale qui a fonctionné de la période médiévale au XXe siècle.